Quel plaisir de vous retrouver chaque jeudi soir pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous parlons de cette thématique, la dialyse. Vous êtes nombreux à vous poser des questions, à avoir un petit peu peur même parfois quand on vous annonce la dialyse. Eh bien moi, je vous propose qu'on en parle ce soir en toute simplicité avec nos invités. Dans votre émission Santé 10 ce soir, nous parlons de la dialyse. Pour vous en parler comme à l'accoutumée, des professionnels de santé. On va tout de suite dire bonsoir à Madame Vaïti Lingon-Mona. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes infirmière référente de dialyse. C'est ça. Juste à côté de vous, le docteur Kéra Hu. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Docteur Kéra Hu, néphrologue. Pour ceux et celles qui ne savent pas, on expliquera d'entrée ce que c'est que la spécialité en néphrologie. On a le plaisir, le très grand plaisir d'accueillir ce soir Madame Hélène Houlier. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Madame Hélène Houlier, vous avez plusieurs casquettes. Alors la première, qui est très importante pour nous ce soir, vous avez eu carrément toutes les étapes qu'on pourrait avoir chez le patient en général qui a un problème, en tout cas, qui a besoin d'être dialysé. Exactement. Mais vraiment, toutes les étapes. Toutes les étapes. Alors, vous êtes la bonne personne pour nous parler ce soir. Et puis, vous êtes aussi une référente, on peut dire ça comme ça, des patients qui se font dialyser. Oui, je fais partie de l'association française de Guadeloupe. On va en parler tout à l'heure. Juste à côté de vous, on va dire bonsoir à Olivia de Blasia. Merci d'être là. Vous êtes diététicienne. Bonsoir. Oui, tout à fait. Et on le sait, la diététicienne a un rôle mais primordial dans toute cette affaire parce que pour aller mieux et pour bien faire son cursus, il faut bien s'alimenter. On en parlera au cours de cette émission. Docteur Hu, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut d'entrée savoir un petit peu, vous êtes néphrologue, pouvez-vous pour démarrer nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette spécialité? Alors, donc moi je suis néphrologue, j'exerce à la clinique de Choisy au Gosier. La néphrologie, c'est une spécialité médicale qui s'intéresse au fonctionnement du rein et qui prend en charge toutes les maladies chroniques rénales, enfin toutes les maladies rénales, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Oui. Donc les reins ne font pas mal. Au fait, on ne peut les détecter. La maladie rénale, on ne peut la détecter que si on fait des analyses, des examens dans un laboratoire, c'est-à-dire une prise de sang et un examen d'urine. Et c'est après avoir détecté que là, on peut diagnostiquer, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc le médecin traitant ou un autre médecin d'une autre spécialité découvre sur un bilan rénal une augmentation, ce qu'on appelle de la créatinine, ou apparition de l'albumine ou du sang dans les urines. Et à ce moment-là, le médecin, la plupart du temps, en fait, c'est le médecin traitant qui est la pièce angulaire en fait, dans la prise en charge des patients. Et c'est lui qui va nous l'adresser pour une prise en charge. Docteur Hu, à quel moment a-t-on besoin de se faire dialyser? Alors, avant de commencer par la prise en charge en dialyse, on va d'abord parler peut-être du fonctionnement du rein. D'accord. Donc, les reins, ils ont plusieurs fonctions. La première, c'est des organes. En fait, on a deux organes, deux reins en forme d'haricot. Ils mesurent à peu près 10 cm. On en a un de chaque côté de la colonne vertébrale au niveau lombaire. Ils servent à éliminer les déchets. Donc les déchets, c'est quoi? C'est l'urée, la créatinine, l'acide urique et d'autres déchets. Je parle de cela parce qu'on peut les détecter dans une prise de sang et dans les analyses d'urine. Il sert aussi à éliminer l'excès d'eau. Il sert aussi à éliminer les excès des autres minéraux comme le sel et comme le potassium. Il sert aussi à fabriquer des hormones. Il y a une hormone qu'on appelle l'arénine qui sert à maintenir notre tension artérielle normale. Et il y a une autre hormone qu'on appelle l'érythropoïétine, l'EPO, qui sert au fait à stimuler
la fabrication des globules rouges, donc pour ne pas être anémié. Et le rein aussi, il sert aussi à transformer la vitamine D en vitamine D active pour absorber le calcium, pour qu'on n'ait pas d'hypocalcémie. Donc, à quel moment? Donc, il existe plusieurs stades d'insuffisance rénale ou de maladie rénale chronique. Il y a 5 stades au total. Donc, il y a le premier stade où, en fait, on a un fonctionnement normal à 100%. Donc, il y a juste le médecin qui détecte dans les urines ou la présence d'albumine ou la présence de sang ou les deux. Le stade 2, c'est le stade d'insuffisance rénale légère, au fait où les reins, le fonctionnement des reins baisse un petit peu. Donc, les reins fonctionnent entre 90% et 60%. D'accord. Il y a le stade 3 qu'on appelle insuffisance rénale modérée, où les reins fonctionnent entre 60, je parle des deux reins, en général on parle toujours des deux reins, entre 60 et 30% des cas. Et il y en a le stade 4, qui est le stade d'insuffisance rénale sévère, où les reins fonctionnent entre 15 et 30%. Et on a le stade ultime de l'insuffisance rénale, où les reins ne fonctionnent plus qui fonctionnent à moins de 15%. Et c'est là où, en fait, on prend en charge le patient en dialyse. Donc, idéalement, dans un parcours normal, au fait, le souhait, le rêve de tout néphrologue, c'est qu'on puisse prendre en charge le patient dès le stade 1. Au fait, dès qu'il y a apparition d'albumine ou de sang dans les urines avec un rein qui fonctionne normalement. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, on peut ralentir la maladie. Grâce à quoi? Grâce à certains médicaments, en fait. S'ils sont diabétiques, on peut équilibrer le diabète pour que la maladie ne s'aggrave pas. S'ils sont hypertendus, on ralentit, en fait, on essaie d'équilibrer la tension artérielle. En fait, on peut donner aussi il y a des médicaments néphroprotecteurs qui protègent les reins pour arriver à l'insuffisance rénale. Et bien sûr, travailler en collaboration avec les diététiciennes. La diététique fait partie intégrante. Moi, je dis, c'est pratiquement 80-20%. 80%, c'est la diététique et 20%, c'est le traitement. Avant de passer à la prochaine question, justement, je crois que la transition est toute faite pour que nous puissions parler de cette équipe, puisque quand on a un souci au niveau des reins, eh bien, c'est toute une équipe de santé, toute une équipe de professionnels, de santé qui s'occupe du patient. Exactement. En fait, actuellement, à partir du stade 4, à partir au fait, de 30% de l'insuffisance rénale, en fait, on suit les patients progressivement, on essaye, en fait, on met tout en place, le traitement, etc. À partir de 30%, au fait, le patient va à ce qu'on appelle une consultation de maladie rénale chronique. C'est un travail d'équipe, c'est un travail entre le néphrologue, l'infirmière, qui explique ce que c'est que les maladies. Elle fait ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Il y a aussi un travail avec la diététicienne et un travail avec la psychologue. Bien sûr, c'est une maladie qui est difficile à accepter. Donc, il y a ce qu'on appelle une consultation d'annonce. Il y a la psychologue qui est là pour accompagner le patient et sa famille. Et on a aussi l'assistante sociale qui peut régler certains problèmes sociaux quand ils existent pour soulager un petit peu les patients. Et on a aussi les kinésithérapeutes pour l'activité physique adaptée à la pathologie du patient. On salue d'ailleurs l'ensemble de vos collègues. On ne pouvait pas accueillir tout le monde ce soir sur le plateau, mais nous savons qu'ils sont de l'autre côté et qu'ils sont avec nous. On va, Docteur Hu, ce soir, notre thématique, la dialyse. Qu'est-ce que c'est que la dialyse? Alors, quand on arrive au stade ultime de l'insuffisance rénale, donc au stade 5, quand on a des reins qui fonctionnent à moins de 15%, on a plusieurs possibilités. On a la possibilité de faire de la dialyse. La dialyse, on a 2 types de dialyse. On a l'hémodialyse. En fait, pour faire l'hémodialyse, bien sûr, c'est un choix au stade 4. On explique à l'infirmière référente et le médecin expliquent toutes les méthodes de dialyse. Et le patient et sa famille font un choix. Donc, il y a l'hémodialyse, qui est une dialyse soit dans un centre médical, comme une clinique ou à l'hôpital. Donc, le patient, avant de faire de l'hémodialyse, il faut qu'il ait un abord vasculaire. Un abord vasculaire, c'est quoi? C'est soit une fistule,
C'est une petite intervention faite par un chirurgien vasculaire sous anesthésie locale où il relie une artère avec une veine pour que ce qu'on appelle une veine artérialisée. Elle devient un petit peu plus costaud pour qu'elle puisse encaisser 3 dialyses par semaine. Il y a la même chose, on peut la faire en centre, l'hémodialyse, ou à domicile. Très bien. C'est la personne qui est autonome, qui peut se piquer toute seule, qui a un accompagnant et qui gère ses dialyses à domicile. Et on a la deuxième partie, une autre méthode, qui est la dialyse péritonéale. Donc c'est une dialyse qui se fait exclusivement à domicile. Donc c'est le péritoine, qui est une membrane qui joue le rôle du rein. Au fait, qui joue le rôle d'un filtre. Donc ça, c'est la deuxième. Il y a la troisième possibilité, qui est le meilleur traitement qui existe pour une insuffisance rénale, qui est bien sûr la greffe rénale. Et on a aussi les personnes qui veulent rien. Donc, ce qu'on appelle un traitement conservateur. C'est des gens, c'est pas parce qu'ils veulent pas être dialysés, ne veulent pas être greffés, qu'on les abandonne dans la nature. Donc on les suit régulièrement, on les soigne, on évite la surcharge, en fait l'œdème, donc avec des médicaments. On évite l'anémie grâce à l'érythropoïétine et on les suit régulièrement avec le médecin traitant. S'ils changent d'avis, on les dialyse, malheureusement en urgence, avec un cathéter, au lieu que ça soit une fistule. Et s'ils ne changent pas d'avis, on les accompagne jusqu'au bout. Alors, docteur Hu, on va revenir tout à l'heure sur les causes, parce qu'aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui souffrent de maladies rénales. On va tout à l'heure revenir sur les causes. Mais juste avant, j'aimerais demander à Madame Vaïti-Lingon, je rappelle Mona, qui est une infirmière référente de dialyse. Quel est le rôle de l'infirmière de dialyse? Alors, l'infirmière de dialyse va venir accueillir le patient pour sa séance. Il y a l'aspect technique et l'aspect relationnel. Donc l'aspect technique va consister à la pesée du patient, puisque le poids c'est quelque chose d'important pour le patient. Et à ce moment-là, on va brancher le patient, surveiller la séance, gérer les urgences et le débranchement de la séance. À partir de quel moment, Mona, à partir de quel moment l'infirmière prend en charge le dossier du patient? Puisque avant qu'il n'arrive, vous savez déjà qui vous allez recevoir, quels sont un petit peu les problèmes de santé de cette personne, peut-être même que vous avez déjà discuté avec et que vous savez un petit peu comment cette personne, l'état d'esprit, parce que tout ça c'est important. Oui, voilà. Alors, au moment de la décision de la mise en dialyse, c'est une décision médicale de la mise en dialyse en fonction des résultats du bilan du patient. Donc après, à ce moment-là, l'infirmière référente va recevoir le patient, va lui expliquer comment va se passer la séance. Et donc, on va recueillir toutes les informations. On va aussi déjà percevoir le profil du patient. Et à ce moment-là, il y aura la mise en dialyse qui sera faite, le début de la dialyse. Et là, on passe le relais aux infirmières de service qui vont prendre en charge le patient pour une séance de dialyse. Quelles sont les différentes étapes pour que la dialyse, pour que le patient soit bien et que la dialyse se passe bien? J'imagine qu'il y a différentes étapes. Les différentes étapes, tout dépend de l'acceptation de la maladie ou pas. Voilà. En fonction du profil du patient, la maladie sera plus ou moins acceptée avec plus ou moins de facilité. Donc, ça dépend vraiment du profil du patient. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà rencontré de plus délicat avec un patient? Qu'est-ce qui est en principe, on a toujours des moments particuliers. Alors, peut-être qu'ils ne se répètent pas, mais avec certains patients, on a souvent des moments qui beaucoup plus délicats que d'autres. Alors, l'anxiété du patient. Donc l'anxiété, la mise en dialyse, c'est quand même quelque chose, c'est une contrainte. C'est quand même 3 fois par semaine. La durée moyenne d'une séance, c'est 4 heures. Donc le patient va devoir l'intégrer à son quotidien. Donc ça, c'est vraiment l'acceptation de la maladie, comme je disais, qui pouvait être plus ou moins compliquée pour le patient. Il y a aussi la gestion des séances. Donc c'est compliqué. Et puis on parle de 3 séances par semaine. Voilà. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, le patient s'attache à l'équipe, oui. Vice-versa d'ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut gérer minutieusement puisque les équipes sont amenées à se diversifier. Et là aussi, ça peut être compliqué. Alors, la psychologie du patient chronique, c'est quand même quelque chose de particulier aussi.
Comme vous l'avez dit, 3 fois par semaine, à raison de la durée moyenne, c'est 4 heures. Donc le patient, il y a effectivement une proximité qui se crée, une affinité, mais le professionnel doit quand même rester avec une certaine posture pour le bien du patient et mener à bien sa pratique au quotidien. On va revenir tout à l'heure avec Madame Vaïti-Lingon, mais Madame Houlier-Hélène, on a tellement envie de connaître un petit peu votre histoire, de savoir un petit peu à quel moment ça a commencé, comment ça a commencé, que s'est-il passé. On veut tout savoir, on veut que vous puissiez nous raconter ce soir votre histoire. Bon, je vais écouter parce que ça fait déjà 14 ans. Donc, mon insuffisance s'est déclarée assez brusquement parce que c'était suite à une asthénie qui continue sur une assez longue période. Et c'est mon médecin traitant de l'époque. Et il faut préciser qu'à cette époque, j'étais en métropole. Ça fait que 6 ans que je suis en Guadeloupe. Donc, après 3 bilans consécutifs, le médecin de l'époque m'annonce comme quoi j'ai une créatinine assez élevée. Mais moi, à cette époque, je ne savais pas ce que c'était la créatinine. Vous aviez quel âge à l'époque ? 14 ans, j'avais déjà plus de 30 ans. D'accord. Donc, pour moi, l'insuffisance rénale, pour moi, c'était méconnu. Je ne connaissais pas du tout. Donc, lorsqu'il m'a annoncé la nouvelle, et il me dit, vous devez aller en urgence à la clinique qui était juste à côté. Et c'était une clinique où on faisait de la dialyse, où il y avait des néphrologues et tout. Et il me dit, je vous mets en arrêt tout de suite 2 mois. Je dis, 1 mois ? C'était la première fois que je prenais 1 mois d'arrêt. À l'époque, j'étais encore en activité. Donc, du coup, le lendemain matin, j'avais déjà un rendez-vous avec le néphrologue. Et c'est de là qu'il m'explique ce que c'est l'insuffisance rénale. Et je serai amenée à faire de la dialyse tout de suite. Donc, j'ai eu une prise en charge assez rapide. Au bout de 3-4 mois, on m'avait déjà posé une fistule et tout. Et au bout de 4 mois, oui, je commençais déjà mes premières séances de dialyse. Donc, je vous assure, ça n'a pas été facile. Oui, c'est un choc. Oui, ça a été un choc. Il a fallu que je fasse le deuil, le deuil d'une vie, parce que c'est tout un bouleversement d'une vie sociale, professionnelle, familiale. Donc, et après, il y a eu l'acceptation. Donc, mais c'est pas facile. Donc, en tant que dialysée, maintenant, ça va. Lorsqu'on me voit, on ne dirait jamais que je fais de la dialyse parce que j'ai accepté, je vis normalement. Et ce qui est intéressant, que j'essaie d'avoir une certaine autonomie, c'est important pour moi. Oui. Avoir cette autonomie pour, parce que actuellement, je me pique moi-même, j'arrive en dialyse comme les autres. Nous sommes en autodialyse, j'arrive avec les autres patients, on monte notre machine. Le plus, c'est que moi, je me pique, donc j'ai un peu d'avance. Bon, ça arrange aussi notre infirmière référente. Donc, voilà, c'est l'idéal pour moi. Et l'idéal encore, pour avoir encore plus d'autonomie, c'est d'être à domicile, d'avoir ma machine, voilà. Parce que c'est une certaine liberté, on peut voyager, voilà, quoi. On va en parler tout à l'heure de cette partie. En tout cas, quand on vous voit, moi, quand vous êtes arrivée, on s'est dit bonsoir, je ne savais pas que c'était Madame Houlier. Parce que, voilà, il n'y a rien qui dit qu'elle a déjà échelonné toutes ces étapes. On parle d'étapes, donc pour recadrer et pour dire vraiment aux téléspectateurs de quoi on parle, est-ce qu'on pourrait... je suis passée lorsqu'on a détecté mon insuffisance rénale, je suis passée en hémodialyse, comme disait le docteur U. Suite à l'hémodialyse, il se trouve qu'entre-temps, j'ai été greffée assez rapidement parce que c'est ma mère qui m'a donné un rein. Elle a été volontaire directe, n'a pas hésité. Et il se trouve par la suite, malheureusement, la greffe n'a pas duré. Donc, je suis retournée en hémodialyse. Dans l'hémodialyse, j'ai fait l'autodialyse pendant un certain temps. Et puis après, j'ai fait de la dialyse périnotérale parce que je voulais être toujours dans l'esprit d'indépendance, d'autonomie. Je voulais être chez moi, à domicile.
Et puis par la suite, je suis restée 9 mois en séance, en dialyse péritonéale, parce que c'est assez complexe quand même. Hein. Donc j'ai fait une infection, une assez grosse infection. Donc je suis retournée au bloc pour m'enlever le cathé au niveau du péritoine. Donc je suis retournée à nouveau en dialyse. À l'autre stade, oui. Et jusqu'à ce que quand je suis retournée ici, me suis retrouvée en autodialyse et voilà. On va discuter tout à l'heure de la suite et de ce que vous espérez, parce que c'est en cours. Oui. C'est en cours, on va en parler tout à l'heure. Madame de Blassia, Olivia, vous êtes diététicienne, un rôle primordial dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez rappeler en gros le rôle de l'esthéticienne? Et ensuite, on va rentrer vraiment dans cette partie, la diététicienne et le patient qui doit se faire dialyser ou qui est déjà en dialyse. Mais on va déjà rappeler le rôle d'un diététicien en général. Alors, le diététicien ou la diététicienne, c'est tout simplement le professionnel de santé qui est là pour former, informer, faire de la prévention et de l'accompagnement de toute la population au niveau de l'alimentation. Après, il y a des spécificités qui peuvent se faire au niveau donc, des patients qui souffrent de troubles de l'alimentation ou de certaines pathologies spécifiques, comme par exemple l'insuffisance rénale, la dialyse ou encore le diabète et l'hypertension. Donc, c'est un accompagnement dès la découverte de la pathologie pour adapter au mieux l'alimentation du patient et retarder soit certaines complications ou aider à aller mieux et parfois à guérir. Le patient qui doit se faire dialyser, vous allez nous dire tout à l'heure comment ça se passe, c'est particulier et puis c'est sûrement en fonction de la personne. Il y a sûrement une partie où ça ne peut pas être pareil pour tous, c'est en fonction du patient. On en parle dans un petit moment puisqu'on va marquer une courte pause et revenir dans 3 petites minutes. Et vous venez, pour certains, de vous installer devant vos écrans. Sachez que nous sommes à la deuxième partie de votre émission Santé 10 ce soir. La thématique, la dialyse. Pour vous en parler, je rappelle que nous avons avec nous Madame Vaïtilingon-Mona, infirmière de dialyse. Juste à côté, le docteur Kéra Hu, néphrologue. Nous avons avec nous Hélène Houlier, qui a eu droit à chacune des étapes, n'est-ce pas, qui nous a parlé un petit peu de son histoire, et notre diététicienne Olivia de Blassia. On était en train de parler d'alimentation juste avant la petite pause. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, le patient qui se fait dialyser doit suivre une hygiène alimentaire particulière. Est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, tout à fait. Une hygiène alimentaire particulière, des précautions à prendre au niveau de l'alimentation. Il faut savoir en fait comment adapter son alimentation tout en continuant à manger équilibré et sans aggraver la pathologie si on est sur une prise en charge qui intervient avant la dialyse. Et comment pallier au mieux aux complications de la dialyse quand les patients sont dialysés. Donc tout simplement, l'alimentation du dialysé, elle dépend de 5 critères. Donc du coup, les reins ne font plus leur travail, donc il y a une restriction au niveau des liquides. Donc on peut consommer moins de boissons, tout simplement, toutes boissons confondues, donc eau, jus, etc. Donc il y a une quantité à ne pas dépasser. Ensuite, il y a donc le sel, donc au niveau du sodium, auquel il faut faire attention. Donc tout ce qui est aliment très salé et le sel tout simplement qu'on met dans notre alimentation. Ensuite, il y a le potassium. Le potassium qu'on trouve généralement dans tout ce qui est fruits, légumes, racines. Donc il faut connaître les aliments, savoir à quelle fréquence on peut les consommer et savoir aussi les préparer puisqu'il y a une technique de cuisson qui est plus adaptée que d'autres pour pouvoir continuer à les manger. Et ensuite, on a aussi le phosphore, qui est une troisième molécule du coup, qui n'est pas filtrée, puisque le rein ne fonctionne plus. Et donc, il faut faire attention aux aliments qui sont riches en phosphore. Et enfin, au niveau des protéines animales, là, on a plutôt une majoration des quantités. Donc, il faut s'assurer d'avoir un apport en protéines animales, donc viande, poisson, œufs, produits laitiers, qui soient suffisantes. Contrairement à la prise en charge qui est faite avant la dialyse, donc quand on est au stade 3, 4, 5 de la maladie rénale,
où il faut consommer un peu moins de protéines animales de façon à épargner les reins un peu plus longtemps et retarder la dialyse. Madame de Blassière, Oui. si mon grand-père était encore là, il m'aurait demandé de vous poser la question suivante. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de vrai anti-la-goutte? Mais je le sais, alors et je suis sûre qu'il y a plein d'autres qui aimeraient bien entendre la réponse à cette question. Alors, la réponse, elle est oui. Hein. Rien n'est, c'est pas interdit. C'est comme toute chose, la dose qui fait le poison. Mhm. Donc, on peut boire son petit verre. Après, il faut toujours prendre en compte les pathologies annexes. Donc, s'il y a du diabète, s'il y a d'autres pathologies, mais non, ce n'est pas interdit. Madame Houllier, ça vous rappelle sûrement des souvenirs parce que vous avez eu droit à ce suivi avec... Ah, oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que là aussi c'était compliqué de changer son alimentation? Est-ce que vous vous faites suivre jusqu'à maintenant par un diététicien ou une diététicienne? Non, je ne me fais pas suivre, sauf que chaque année, on a la diététicienne, on est suivi par... C'est-à-dire, lors des bilans annuels, on est amené à voir la diététicienne. Voilà, on ne parle pas de suivi, mais peut-être Ouais. plus d'accompagnement. Oui, Mm. c'est un accompagnement. Et parfois, la diététicienne est amenée à venir au centre, surtout si on constate que nos bilans ne sont pas très bons. Voilà, on n'a pas respecté au niveau des aliments parce que ça nous Et ça se voit Ah facilement. oui, et ça nous arrive de tricher. Hein. Moi, j'ai comme habitude, quand je sais il y a bilan, je prends une semaine pour prendre mon cahier salade. Au moins, elle est honnête. Je prends bien mon traitement. Et voilà, quoi. Donc, Oui, mais non, mais on en rigole, mais c'est vrai que ça doit être hyper contraignant. Voilà, donc parfois, voilà. on n'a plus envie, Mais oui. on n'a plus la et parfois, force. ce sont les aliments qu'on aime, voilà, on ne doit pas trop exagérer. C'est seulement en dialyse qu'on peut, par exemple, manger la banane, manger des fruits. Mm. Mais sinon, voilà, le chocolat, période de Noël, Ouais, on doit ouais, faire attention. ouais. Voilà, Ouais, quoi. c'est compliqué. C'est tout ça. compliqué. Compliqué. Docteur Hu, on a parlé tout à l'heure de ce que c'était la dialyse, mais je crois qu'il est nécessaire de parler d'outils. Parce que là aussi, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle, de cette grosse machine. Exactement. Donc il faut savoir que la dialyse, en fait, on a découvert la dialyse en 1956. Mais D'accord. c'était une machine de la taille de cette maison-là, en fait, d'une maison, d'une chambre, avec plein de tuyaux et avec une efficacité qui n'était pas excellente. Donc il y avait une mortalité au bout de quelques mois. Depuis 1960, on a découvert vraiment la dialyse, la machine qui est un petit peu plus adaptée. Sachant qu'avant 1960, les patients, en fait, les gens qui avaient une insuffisance rénale mouraient de la maladie qu'on appelait avant l'urémie. Les gens mouraient d'urémie. Donc ils avaient beaucoup trop de déchets, donc ils décédaient de ça. D'accord. Et depuis 1960, on a l'hémodialyse qui s'est améliorée au fur et à mesure du temps. Et actuellement, on a une machine qu'on appelle le générateur. Donc, c'est une machine de la taille d'un petit meuble avec le rein artificiel qui est un petit dialyseur, un petit filtre. Donc, on a aussi un circuit en fait, avec des aiguilles. Donc, le sang du patient passe par ces tuyaux, par ce circuit, va traverser le filtre, va au niveau de la machine, en fait, et le sang est épuré. D'accord. Il est nettoyé. En fait, c'est une machine à laver. Il est nettoyé et il retourne au patient nettoyé. Et au fait, on fait ce circuit-là pendant 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Le temps est en fonction de la corpulence de la personne. Aujourd'hui, docteur, de nombreuses personnes souffrent de maladies rénales. Quelles sont les causes ? Alors, les causes en général, la cause première, je parle de la Guadeloupe. La première cause qui est de mise en dialyse, c'est le diabète, 60%. C'est le diabète, après ça vient l'hypertension, les maladies vasculaires, tout confondu, et après on a les maladies génétiques, comme la polykystose,
hépatorénale. C'est des gens qui naissent avec une maladie génétique. Ils peuvent arriver en dialyse soit tôt, vers 30 ans, soit tard, vers 80 ans. Chacun comment sa maladie se développe. Il y a aussi les maladies auto-immunes, comme le lupus. Et on a aussi certaines maladies urologiques, comme les calculs. À force, ça détruit les reins. On a aussi les cancers du rein, des autres cancers. Et on a aussi ce qu'on appelle les toxiques ou les médicaments. C'est les abus de certains médicaments, comme les anti-inflammatoires. L'ibuprofène, les gens qui prennent régulièrement ça, et ben, au fur et à mesure, ça détruit les reins. C'est des médicaments qui détruisent le rein. Et certains toxiques, il y en a beaucoup. Il y a certains produits, certaines tisanes, certains l'iode, par exemple, quand c'est fait régulièrement sur des gens qui sont diabétiques, qui ont une petite insuffisance rénale, peuvent aggraver l'arrivée à l'insuffisance rénale. Docteur Hu, quelqu'un qui se fait dialyser peut guérir de son problème, ne plus se faire dialyser, recommencer une vie normale? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a le premier cas de figure qui est exceptionnel. En fait, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë. En fait, elle est due soit à un obstacle, par exemple une prostate qui est grosse ou un calcul qui empêche l'évacuation des urines, ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë. Donc, on peut dialyser cette personne parce qu'elle a le potassium très élevé, le temps que le chirurgien puisse intervenir pour libérer le fonctionnement normal des reins. Et effectivement, cette personne peut retrouver une vie normale. Il y a aussi certains patients qui consomment des toxiques, en fait, des médicaments. Donc les reins sont détruits, mais provisoirement. En fait, ils sont mis en dialyse juste 3-4 semaines. On sait qu'au bout de 3-4 semaines, certaines cellules du rein peuvent régénérer, mais c'est exceptionnel. Ça, c'est l'exception. Après, on peut sortir de la dialyse grâce, bien sûr, à la transplantation rénale. Donc, la transplantation rénale, c'est un rein qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on n'est plus contraint d'aller en dialyse. La seule contrainte, c'est prendre des médicaments toute sa vie. Mais c'est le traitement radical pour ne plus aller en dialyse. Et c'est ce stade que vous espérez Oui, pourquoi pas, mais moi, je suis optimiste. C'est-à-dire que moi, si je ne suis pas amenée à être transplantée tout de suite, c'est pas un souci pour moi. Je vois les choses autrement, parce que, pour moi, la dialyse à domicile, c'est une priorité aussi. Donc, c'est une alternative. Parlons-en de la dialyse à la maison. Alors, c'est ce que vous auriez souhaité. Ah, oui. Vous savez que vous vous êtes renseigné, vous savez comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des contraintes? Vous vous êtes déjà renseigné? Si, bien sûr. D'autant plus, je suis passée par la dialyse péritonéale. C'est à peu près le même principe, sauf que ce n'est plus des poches. On se pique comme en dialyse, en autodialyse. Et la machine, elle est moins encombrante. Parce que c'est une machine, on est amené à transporter. Voilà, dans une valise, et puis voilà. Donc, les contraintes sont les mêmes, c'est-à-dire on a toujours... on a toujours le suivi médical, le traitement, et puis l'alimentation, et puis voilà. Hein. Sauf qu'on est à domicile, on est autonome. Madame Vaitilingon, vous pensez que la dialyse, je vous demande à vous parce que vous êtes l'infirmière, donc vous partagez avec les patients avant, pendant, après. Le stade de la dialyse, ça reste un stade qui effraie le patient. Oui, ça effraie le patient. Mais après, c'est à nous aussi de mettre en place certaines alternatives, certaines parades qui vont justement le rassurer. Voilà, vraiment un rôle d'accompagnement qui va rassurer le patient. Et pour ça, on intervient vraiment en équipe pluridisciplinaire. Hein. On a quand même une psychologue qui est vraiment très à l'écoute, qui met en place des projets pour justement démystifier cette mise en dialyse et favoriser l'acceptation de la maladie pour le patient.
Est-ce que, Madame de Blasia, est-ce que vous rencontrez parfois des patients qui ne peuvent pas... Alors, est-ce que la manière de le dire, c'est... Enfin, pas qu'ils ne peuvent... Mais où c'est vraiment compliqué pour eux de changer leur fonctionnement alimentaire? Des patients, j'ai envie de dire qu'on peut trouver tous les cas. Il y a forcément des gens qui seront réfractaires ou qui auront plus de difficultés à s'adapter. Après, c'est surtout à eux de témoigner. Mais c'est là aussi que la prise en charge diététique va être pertinente puisqu'elle va être personnalisée. Et elle va être là pour aider au mieux chaque patient avec son cas particulier à adapter son alimentation avec ses capacités, avec ses moyens, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la personne qui fait à manger, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, pour l'aider au mieux à accepter déjà les changements et à les mettre en place autant que possible. Après, c'est aussi une prise de conscience qu'on essaye de susciter au niveau des patients pour qu'ils comprennent qu'on leur donne les conseils. Après, c'est à eux de les suivre ou pas. Nous, on est là pour leur bien. Et voilà les conséquences qui peuvent arriver si jamais ils n'arrivent pas à les suivre ou ils ne veulent pas tout simplement les suivre. Alors, Georges Desabîmes vous demande, Madame de Blasia, est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut carrément bannir de son alimentation quand on est quelqu'un qui se fait dialyser? Si oui, lesquels? Alors, quand on se fait dialyser et aussi à la découverte de l'insuffisance rénale, peu importe le stade, tout simplement, c'est la carambole. On en a parlé, on en a reparlé. La carambole est à bannir totalement, puisqu'elle est toxique pour les reins, tout simplement. Et dans la même famille, on a aussi le bilimbi, qu'il faut bannir aussi de l'alimentation. Ouais, carrément. Après, il y a des adaptations à faire, il n'y a pas des choses à bannir, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, des aliments à connaître, qu'il faut parfois éviter dans son alimentation et supprimer selon les résultats des bilans, s'ils sont positifs, s'ils ne le sont pas. Mais à bannir totalement, à 100%, ça c'est sûr, la carambole, le bilimbi. Avant la dialyse, il y a des choses à ne surtout pas faire Avant la séance de dialyse, en termes d'alimentation? Non, pas du tout. Avant la dialyse, non, rien n'est interdit, il n'y a pas de problème là-dessus. Cynthia vous demande si pendant la dialyse, on a la possibilité de boire et de manger. Oui, tout à fait. Oui. Pendant une séance de dialyse, on sert tout simplement une collation en fait, aux patients pendant la dialyse. Mais ça dure quand même 3, 4, 5 heures. Donc oui, on peut manger pendant la dialyse et après la séance de dialyse aussi. C'était d'ailleurs la question de Bernard de Capester qui demandait à Madame Vaitilingon combien de temps ça durait une séance de dialyse. La durée moyenne d'une séance, c'est 4 heures de temps. Oui. Et en fonction du bilan, on va venir adapter plus ou moins, en fonction du résultat du bilan qui va nécessiter, si le patient nécessite une épuration éventuellement moins longue ou plus longue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que les reins fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 167 heures ou 68 heures par semaine. Nous, on fait des dialyses entre 9 heures, 3 heures, 9 heures par semaine, jusqu'à 15 heures par semaine. C'est très peu, mais c'est tout ce qu'on peut offrir. En fait, on n'épure pas à 100%, mais c'est l'épuration adaptée, parce que les gens, ils ne peuvent pas dialyser 8 heures, 9 heures tous les jours. Donc, c'est la durée moyenne pour que la personne, pour que les déchets, la majorité des déchets, on peut les éliminer et que le corps, l'organisme de la personne dialysée ne vieillisse pas trop tôt et on n'ait pas des complications liées à l'insuffisance rénale. Alors, on a compris qu'il fallait que ce soit régulier, 3 fois par semaine. Alors, on a une question de quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet, puisqu'il nous demande, est-ce qu'on peut se faire dialyser 2 fois par semaine au lieu de 3? Normalement, non. Exceptionnellement, en fait, on autorise ça, c'est quand certaines personnes qui sont en voyage ou dans des cas particuliers, en cas de cyclone, en cas de problème. Mais normalement, ce que je disais, c'est un minimum. C'est 3 fois par semaine. Alors, les patients sont nombreux à vouloir savoir, est-ce qu'il existe des traitements pour éviter la dialyse? Bien sûr qu'il y a des traitements pour éviter la dialyse. Idéalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, pas comme Madame Houillet, malheureusement, on a découvert la maladie au stade tardif. En fait, on ne connaît même pas l'origine, on n'a même pas étiqueté, on a découvert sa pathologie, mais on n'a pas étiqueté sa pathologie. Idéalement,
il faut découvrir et après étiqueter la pathologie, c'est-à-dire faire une échographie pour savoir la taille des reins, est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce qu'il y a un obstacle, donc cette partie-là. Après, aller jusqu'à la biopsie, c'est l'examen histologique, biopsie rénale, pour vraiment voir au microscope, et c'est la biopsie quand on peut, et quand on arrive trop tôt au niveau de la maladie, pour nous donner exactement la maladie. Et si on découvre l'étiologie de la maladie, en fait, quelle maladie a entraîné l'insuffisance rénale, on peut la traiter. Par exemple, un lupus, on sait que c'est un lupus, et ben, le traitement du lupus guérit ou retarde l'insuffisance rénale. Il y a beaucoup d'autres pathologies qu'on peut détecter avec la biopsie pour retarder l'insuffisance rénale. Après, il y a le diabète. J'ai dit qu'il y avait 60% de patients diabétiques. Donc, pour les diabétiques qui ont une pathologie rénale, il faut un très bon équilibre du diabète. Il faut que l'hémoglobine glyquée, je pense que tous les diabétiques connaissent, il ne faut pas que l'hémoglobine glyquée dépasse les 7%. Équilibre du diabète, c'est la diététicienne, c'est un équilibre alimentaire, c'est bien suivre son traitement, son insuline, etc. Pour les patients hypertendus, il faut réduire sur le sel, il faut un régime hyposodé. En fait, il ne faut pas bannir le sel, mais il faut réduire la consommation de sel. Il faut faire une activité quotidienne, faire une marche, faire du vélo, pour retarder l'arrivée à l'insuffisance rénale. Voilà, c'est des choses simples. Soit on trouve ce que c'est que la maladie qu'on peut traiter, la maladie d'origine, lupus, ou les maladies les plus fréquentes, c'est le diabète et l'hypertension. Donc si on équilibre bien le diabète, si on équilibre bien la tension artérielle, logiquement, on peut retarder ou ne jamais arriver en dialyse. Docteur Hu, on a un point, selon moi, qu'on devrait peut-être démystifier. Nombreuses sont les personnes qui associent forcément le mot dialyse, en tout cas la dialyse, à un stade ultime sans recours, alors que certains patients vivent depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans en se faisant dialyser. Voilà, la dialyse a changé. En fait, elle est plus sophistiquée, plus performante. Donc, c'est des machines qui sont plus simples. La dialyse, on n'a plus les effets secondaires, la grosse fatigue, l'hypotension. Donc, c'est grâce à de nouvelles méthodes de dialyse. Les personnes dialysées, des fois, ils ne veulent même plus être greffés. Ils veulent rester en dialyse parce qu'ils ont une vie sociale. Ils ont des amis avec les patients, ils ont des amis avec le personnel soignant. Donc, ils peuvent voyager, ils peuvent aller n'importe où dans le monde. Il y a des centres de dialyse partout dans le monde, même sur des croisières. En fait, il y a eu des croisières ici où les gens pouvaient être dialysés à bord. La seule chose, c'est qu'on continue à vivre, pas comme avant, mais on s'adapte. On s'adapte. Georgette nous demande, est-ce qu'on pourrait dire un petit minimum sur la partie greffe? Alors, moi, je suis une partisane de la greffe. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur traitement pour l'insuffisance rénale. Malheureusement, en Guadeloupe, on n'a pas assez de donneurs. Voilà. Donc, qui dit greffe, il faut des donneurs. Il faut des donneurs vivants, bien sûr, comme Madame Houillet. Sa maman, moi, j'ai connu la maman de Madame Houillet avant de connaître Madame Houillet. J'étais à l'hôpital et de sa maman, elle voulait lui donner un rein. Elle était en métropole et donc le néphrologue de métropole m'avait contacté. J'ai fait tout le bilan au CHU de Pointe-à-Pitre pour sa maman et donc tout le bilan a été fait et sa maman est partie pour se faire greffer. Donc moi, j'incite les gens à être généreux, à donner. À donner soit de leur vivant, parce que les cousins peuvent donner, les parents peuvent donner, les amis intimes peuvent donner. En fait, on peut vivre. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était pratiquement tous nés avec 2 reins, mais on peut vivre avec un seul rein. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec un rein. Et en fait, on découvre qu'ils ont un rein parce qu'à l'occasion d'une grossesse, on fait une échographie, on voit qu'il y a un seul rein, ou à l'occasion d'un examen banal. Donc, on peut très, très bien vivre avec un seul rein. Donc, en fait, les gens qui sont en bonne santé, je les incite à être généreux envers leurs proches et leurs familles, d'abord, parce qu'il y a très, très peu de greffes de donneurs vivants en Guadeloupe, et aussi être généreux après sa mort, d'être donneur, parce que grâce à un don à une personne, il y a 2 personnes qui pourront être guéries
de l'insuffisance rénale. Madame Vaitilingon, on arrive à la fin déjà de notre émission. Oui. Est-ce que vous auriez un petit mot pour toutes ces personnes qui se font dialyser ou ceux qui sont en phase de se faire dialyser? Alors, je leur dirais que nous avons quand même beaucoup de patients qui ont une vie professionnelle, une vie sociale, qui ont réussi à intégrer la dialyse à leur quotidien. Donc, de vraiment ne pas voir la dialyse comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen de suppléance qui leur permet de rester en vie, en fait, finalement. Merci à vous d'avoir participé à notre émission Santé 10 ce soir. Madame de Blasia, quand on parle de changer son alimentation, il faut souvent le faire au niveau de la famille pour accompagner celui qui a une petite santé et qui a l'obligation, en tout cas, de suivre, peut-être pas régime, mais de suivre cette hygiène alimentaire. Est-ce que ça demande de travailler aussi avec les aidants, la famille, les proches? Oui, tout à fait. La prise en charge se fait avec le patient, ça c'est certain. Donc on lui explique les choses, on prend le temps de lui expliquer toutes les étapes, du pourquoi, du comment et comment adapter son alimentation. Et aussi, tout simplement, la personne qui prépare à manger. Donc si ce n'est pas le patient, la personne qui prépare à manger, soit on la sollicite pour qu'elle puisse venir à la consultation avec le patient, soit elle est contactée et on fait une téléconsultation pour lui donner les conseils, pour lui expliquer de la même façon qu'on a expliqué aux patients. Et on a aussi des moyens tout simplement de formaliser en fait ces conseils avec des documents en papier comme tout simplement des fascicules, parfois des ateliers aussi qui peuvent être pratiques pour montrer en fait qu'il y a les conseils alimentaires. Ça peut sembler contraignant, mais on peut continuer à manger avec plaisir, à manger varié, à manger équilibré. Après, bon, c'est aux dialysés de dire si c'est vraiment vrai. Mais c'est le but, en fait, de la prise en charge diététique, c'est que alléger au maximum tout en donnant des conseils adaptés pour aller mieux, quoi. Merci d'avoir participé à notre émission, Madame de Blasia. Merci. Madame Houllier, c'est quoi les contraintes? Parce qu'on a beaucoup parlé, mais on n'a pas tellement les contraintes de cette affaire-là, de celui qui se fait dialyser. On en a parlé quand même. C'est surtout le fait d'être dialysé 3 fois par semaine. Ça, c'est une des premières contraintes. Bon, il y a aussi les pathologies qui s'engrangent au niveau de la dialyse, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, voilà. Donc, et aussi, lorsqu'on vient en dialyse, il ne faut pas avoir trop d'eau. La surcharge, voilà. Il faut surtout respecter, c'est important parce que, par exemple, dans mon cas, j'ai 4 heures de dialyse et j'arrive avec plus de 4 kilos, c'est une contrainte. Après la dialyse, on est plutôt pas bien ou ça va? Ça dépend de comment s'est passée la séance. Moi, en règle générale, ça peut aller, mais les séances ne se ressemblent pas. Hein. Il y a des jours où ça se passe très bien. Et d'autres moins. Voilà. On ne peut pas savoir. Donc, on s'adapte. Votre petit mot de la fin? Mon petit mot de la fin, c'est pour les patients, surtout comme je fais partie de l'association France Rein. Et c'est pour leur dire que nous sommes là au sein de l'association, nous sommes là pour s'occuper d'eux, de leurs attentes. Donc, ils peuvent nous contacter au niveau de Guadeloupe @francerein.org. Le téléphone, c'est le 0590 682 155. On pourrait juste répéter le numéro de téléphone? C'est 0590 682 155. 155. Merci beaucoup, je vous Madame Houllier. Et puis, on croise les doigts pour que la dernière étape, là, la phase là, qu'on attend et qu'on espère, que ça se passe comme vous le souhaitez. Merci, Brigitte. Docteur Hu, que faut-il rajouter avant de conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié et qu'on doit vraiment pointer du doigt? La prévention. Voilà, c'est prévenir. Pour ne pas arriver en dialyse, il faut prévenir. En Guadeloupe, on a une incidence qui est 2 fois plus que la moyenne nationale. On a 2 fois plus de dialysés que la moyenne nationale. C'est beaucoup. On a beaucoup de jeunes qui arrivent en dialyse. Donc, pour prévenir tout ça,
pour prévenir l'insuffisance rénale, donc c'est une alimentation équilibrée, c'est pas un régime, c'est une alimentation équilibrée, réduire sur le sel, réduire sur le sucre, une activité physique, marcher, faire du vélo, nager, ça réduit au fait l'incidence du diabète et de l'hypertension. Réduire sur le tabac, je sais qu'en Guadeloupe il n'y a pas beaucoup de tabac, mais c'est bien aussi de réduire le tabac, l'alcool, de réduire, c'est-à-dire on peut boire, mais avec modération. Après, malheureusement, il y a des diabétiques. Donc, pour les diabétiques, il faut absolument que leur diabète soit bien équilibré. Donc, pour qu'ils n'arrivent jamais en dialyse, ou s'ils ont une insuffisance rénale, pour retarder le plus tard possible l'arrivée en dialyse. Pour les hypertendus, bien sûr, la prise des médicaments et l'hygiène alimentaire, le sel et l'activité physique. Et éviter l'automédication, c'est-à-dire prendre des anti-inflammatoires parce que j'ai mal au dos, parce que j'ai mal par ici, prendre certaines tisanes, en fait, qu'on ne connaît pas, qui peuvent aussi attaquer les reins, prendre des caramboles, maintenant tout le monde sait que les jus de carambole, la confiture de carambole, etc. Et voilà, et comme ça, on reste en bonne santé. Et voilà. Merci. Et je félicite Madame Houillet qui a eu un parcours qui a fait la dialyse. Malheureusement, on n'a jamais su c'est quoi sa pathologie, mais qui est très courageuse. La dialyse, c'est une contrainte. Par contre, actuellement, ça reste quand même, on peut voyager, on peut avoir des enfants, on peut se marier, on peut avoir une activité professionnelle. Voilà, c'est une contrainte, mais on continue à vivre. Pas comme avant, mais on continue à vivre. Mais on continue à vivre. Merci beaucoup, mesdames. Docteur Hu, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre thématique. Merci à Yann ce soir, à la réalisation. Et puis, on s'excuse du côté de notre collègue de Zone Rouge, puisqu'on a dépassé un petit peu sur le temps, mais c'était nécessaire. Belle soirée à vous.